Bonsoir. Merci de me retrouver pour ce numéro exceptionnel des Enquêtes Impossibles consacré ce soir aux tueurs en série. Au programme, deux incroyables road movies meurtriers, l'un se déroulant dans le sud de la France et l'autre dans l'ouest américain. Alors, avant de rentrer dans la première affaire, voici tout de suite le sommaire. Cambriolage, agression, prise d'otage, viol, meurtre en série. Voici la carte d'identité judiciaire de cet homme que rien ne peut arrêter. Il a tué tout ce qui pouvait le contraindre. Il n'hésite pas à tirer, il est toujours armé. C'est quand même un as de la cavale. C'est la course contre la mort. Retour sur une affaire hors norme, celle du parcours sanglant du plus grand criminel de la fin des années 80. Un homme dont le nom aujourd'hui fait encore trembler dans le milieu des enquêteurs. Roberto Succo, l'ennemi public numéro 1 en France et en Suisse. Un coup de feu retentit. Déchirant la nuit noire, dans la rue, le corps d'une jeune fille J sans vie. Elle a été victime d'un meurtre d'une rare violence, un vrai choc pour la communauté. Les preuves sont minces Elle a été abattue à moins de 10 mètres. et les témoins inexistants. Est-ce qu'elle le connaissait? Quelqu'un qu'elle venait de rencontrer? Quelqu'un de sa famille? Après une longue et douloureuse enquête, la police mettra finalement la main sur un tueur sanguinaire. Il regarde les gens mourir, hurler, avoir mal, souffrir. Comme vous le verrez, ces affaires ont défrayé la chronique de part et d'autre de l'Atlantique et présentent d'étonnantes similitudes dans leur résolution. Mais avant tout, elles mettent en scène des criminels particulièrement sordides, des meurtriers sans foi ni loi, les tueurs en série. Rarement, dans les annales de la criminalité, un tueur en série n'aura été qualifié d'autant de sobriquets et de noms d'emprunt que le monstre dont il est question dans notre première affaire. C'est l'histoire de Roberto Succo, le tueur de la pleine lune. Et voici son terrifiant parcours. Nous sommes au début de l'année 1987 en France. Une série de crimes est commise dans les départements ceinturant les Alpes. Cambriolages, vols et agressions se multiplient. La population effrayée a surpris à plusieurs reprises un rôdeur dans la région entre Annecy et Aix-les-Bains, et il porte une tenue militaire. Gendarmes et policiers le surnomment l'homme en treillis. L'homme en treillis, c'est un homme jeune, sportif, qui a l'allure entre guillemets d'un combattant. Et chaque fois, c'est très furtivement qu'il est aperçu par des témoins oculaires. Cet homme en treillis était recherché dans la région d'Annecy jusqu'à ce qu'un policier tente de l'interpeller. Il avait une suspicion sur l'homme au treillis. Nous sommes le vendredi 3 avril 1987, il est 5h30 du matin. André Castillo, un policier chambérien, part pour se rendre à son travail lorsqu'il surprend un homme en train de dormir au volant de sa voiture. Il s'apprêtait à lui demander ses papiers. Il a sorti son revolver et il l'a tué d'une balle dans la tête. Sans parler, sans rien dire, comme un chien. Le corps d'André Castillo est retrouvé au petit matin à Tresserve, un petit village à côté d'Aix-les-Bains. C'est un voisin alerté par les coups de feu qui a appelé les services de police. Lorsqu'ils arrivent, ils découvrent avec effroi le corps de leur collègue. Il a été tué à bout portant, par arme à feu, d'une balle dans la gorge. Bien évidemment, c'est toujours l'homme au treillis, non identifié à l'époque, qui est soupçonné d'être l'auteur du meurtre. L'homme est alors considéré comme extrêmement dangereux et fait immédiatement l'objet de nombreuses recherches. Mais qui est-il? Les enquêteurs ne vont pas tarder à découvrir que ce criminel est parti pour récidiver. Fin avril, Jean-Marie Ribert, un chauffeur de taxi de la région de Gap, dort dans sa voiture sur une aire de repos. Il est 22h. Dans son rétroviseur, deux phares s'avancent vers lui. La voiture se gare à une dizaine de mètres derrière moi, on va dire. Quelqu'un sort de la voiture et se dirige vers moi. Et quand il s'est approché de moi, il a sorti une arme. Je me rends vite compte que c'est pas tellement l'argent qui l'intéresse, c'est la voiture. Là où il y a une aggravation des choses, c'est quand il me dit ouvre le coffre, il me dit rentre dans le coffre. Ouf.
quand on est dans le coffre, on est seul dans le coffre. Et on sait parfaitement que le type qui tourne autour de la voiture a un gros problème. Donc, on peut tout imaginer. On y pense. Quoi qu'on puisse en dire, on y pense. Jean-Marie Ribert, terrorisé, s'attend au pire. Par chance, il a gardé les clés de sa voiture avec lui dans sa poche. L'agresseur, qui veut s'emparer de son véhicule, revient. Il a ouvert le coffre et il m'a mis l'arme sur la tête. Il me dit, descends du coffre. Je sors les clés de ma poche. Il me dit, mets-les sur le contact. Menacé par une arme, Jean-Marie Ribert exécute très exactement les ordres dictés par son agresseur. Il s'installe au volant et met les clés sur le contact. Il se tourne vers la voiture qui était derrière lui, donc sa voiture. J'avais remarqué qu'à l'intérieur, le plafonnier était éclairé, bien entendu. C'est comme ça que j'ai pu apercevoir une femme à l'intérieur. Une opportunité pour moi. L'arme tournait. Moi, j'ai les deux pieds à l'intérieur. J'ai démarré la voiture, j'ai mis la première, j'ai accéléré. Je savais qu'il allait tirer. Et je me suis couché. Après, on entend les balles et tout. Ça vous siffle aux oreilles. Il a tiré dans le pare-brise, il a tiré sur le toit de la voiture. Il a tiré, ah oui, 3 fois, oui, facilement. Jean-Marie Ribert, le chauffeur de taxi, est conscient d'avoir échappé de peu à la mort. Il a ressenti à travers tout son être la dangerosité de son agresseur. Il a immédiatement compris que s'il tentait quoi que ce soit pour le contrer ou lui échapper, il serait exécuté sans état d'âme. Ribert a également noté que l'homme était accompagné d'une jeune femme. Les gendarmes apprendront que l'inconnu se nomme en réalité France Woodin. Âgée de 30 ans, ex-professeur d'anglais, fille d'un psychiatre d'Annecy, elle a disparu le jour de l'agression de Ribert sur le bord du lac. A-t-elle été enlevée? Où est-elle la complice de l'homme Andreilly? Les forces de l'ordre doivent-elles dorénavant chercher un prédateur solitaire ou un couple de tueurs en série? Tout le monde faisait référence à ce couple, au Bonnie and Clyde de la Savoie. Tout le monde ignorait à l'époque si elle était co-auteur, en quelque sorte, si elle accompagnait le meurtrier, l'homme Andreilly, dans ses actions criminelles et dans sa cavale, ou alors si elle était contrainte, d'être à ses côtés. Mais c'est une contrainte qui n'était pas perceptible de l'extérieur. Il semblerait, d'après les recherches des gendarmes et des policiers, que Soucault ait séquestré pendant 1 mois France Woodin. France Woodin est devenue son esclave sexuelle en quelque sorte, et qu'il dormait avec elle, menotté pour l'éviter de s'enfuir. Puis, un jour où elle a essayé malgré tout de défaire son lien, de se démenotter, eh bien, il l'a tué. Le corps de France Woodin ne sera jamais retrouvé. Quelques heures après l'agression du chauffeur de taxi, l'homme Andreilly continue de semer la terreur. Celui-ci semble agir avec détermination et intelligence, puisque pour fuir, il va une nouvelle fois passer à l'acte en échappant aux nombreux contrôles de police qui ceinturent la région. Quand il est parti, pas si stupide que ça le type, il s'est dit, le bonhomme qui m'a échappé, donc moi en l'occurrence, va donner un signalement du comportement, et de la voiture et tout. Il arrive à Sisteron. Il arrive à une station-service, et il part sans payer le pompiste. Lui, il sait parfaitement qu'il est identifié 2 fois, par moi et par le pompiste. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait 10 km, il arrive, il faut qu'il change de voiture. Il se gare et il simule un accident. Le docteur Astoul, qui a fini son service, qui revient de Sisteron pour rentrer chez lui, il voit quelqu'un d'allongé. Qu'est-ce qu'il fait? Réaction de médecin ou humain, quoi. Il descend, il s'arrête, et l'autre, il le braque. L'homme s'empare alors de sa voiture et le force à monter avec lui. Il s'enfuit à bord de son véhicule et remonte vers le nord. Le même jour que la disparition de France Woodin, on signale celle du docteur Astoul. On ne retrouvera sa trace que 6 mois plus tard,
dans une grange près d'Aix-les-Bains. Il y a cette découverte de cadavre qui sera identifiée comme étant celui du docteur Astoul qui a été assassiné d'une balle dans la tête. Comme il y a un tueur dans la région d'Annecy, tout le monde, bien évidemment, et les policiers en premier, enquêteurs, soupçonnent encore une fois l'homme en treillis. L'homme continue de nuire. Le 22 mai 1987, il agresse une étudiante de 22 ans avec un revolver, lui demande de se déshabiller, mais la jeune femme parvient à le ramener à la raison et il la laisse alors repartir. Et puis un mois plus tard, Madame Veillé et son fils surprennent un rôdeur chez eux, près d'Aix-les-Bains. L'homme oblige la femme et l'enfant à se déshabiller et les abandonne en s'enfuyant dans leur voiture. À chaque fois, la description correspond à un homme d'une vingtaine d'années, l'allure sportive et parlant avec un accent étranger. Le signalement correspond à celui de l'homme en treillis. Personne n'était capable de l'identifier, ce monsieur. Personne. Moi, j'avais fait un petit portrait robot, mais un portrait robot, ça reste un portrait robot. Se sachant recherché par la police, il change souvent d'habit, il a des tenues de rechange, il a des perruques de rechange, il a une barbe ou pas de barbe, cheveux longs, cheveux courts. Il sait parfaitement se grimer pour devenir inaccessible. Vous savez, c'était une époque où il n'y avait pas les mêmes moyens, il n'y avait pas tout à fait Internet, pas encore. Il n'y avait pas les téléphones portables. Il n'y avait pas ces moyens modernes que nous avons aujourd'hui. Donc, ça a été une traque physique. Je te connais, je l'ai vu, il est là, non, il n'est plus là, il est parti là. Il n'a pas 2 nuits de suite dormi au même endroit. Sa cavale meurtrière continue. Le 24 octobre 1987, dans la région d'Annecy, le corps d'une femme de 40 ans, Claudine Duchaussal, est retrouvé sans vie dans les toilettes de sa résidence secondaire. Après l'avoir violée, le meurtrier l'a abattue d'une balle en pleine tête. Grâce à l'analyse des douilles retrouvées autour du corps de la victime, les experts vont pouvoir procéder à des recoupements qui vont permettre de faire avancer l'enquête. De grands experts en balistique peuvent, lorsqu'ils trouvent un étui au sol, un étui, une douille qui a été éjectée, dire de prime abord, comme arme, ça peut être ça. Il suffit d'avoir le moindre pouce d'usure sur un extracteur, sur un percuteur, un axe qui n'est pas tout à fait le même, une poussière durcie dans le canon qui va laisser une rayure. Tout projectile sortant, toute douille extraite d'une arme va avoir la signature propre et unique de cette arme. Les analyses montreront plus tard que ce meurtre a été commis avec l'arme de service du policier André Castillo, assassiné 6 mois plus tôt lors d'un contrôle de routine à Tresserre. Les enquêteurs commencent alors à parler d'un tueur au comportement schizophrène, capable de basculer sans raison dans le meurtre en un instant. Mais à un moment donné, les gendarmes ont eu peur quand même. Ils ont pris conscience que ce mec était dangereux. Il tue pour se guérir. Il sait qu'il va tuer encore et encore et encore. Parce qu'il n'y a pas de guérison possible à la schizophrénie dissociative. C'est le schizophrène classique, c'est-à-dire qu'il est dans son délire et qui récidive et multiplie les passages à l'acte et qui en même temps déploie une intelligence certaine pour mettre à distance la police et pouvoir garder sa liberté. Pendant presque un an, la région d'Annecy est en proie à la panique. 4 meurtres y ont été perpétrés. Celui du policier André Castillo, du docteur Astoul, de France Boudine, ainsi que celui de Claudine Duchaussal. Et à ces crimes de sang s'ajoutent cambriolage, délits divers et vol de voiture. Alors parvenus à ce stade d'une enquête qui piétine, gendarmes et policiers sont maintenant convaincus d'avoir affaire à un seul et même tueur. Surnommé par la presse l'homme en treillis ou encore le tueur de la pleine lune, il est devenu l'ennemi public numéro 1. Estimant sans doute sa sécurité menacée dans la région d'Annecy, le psychopathe se rend à Toulon, où il se fait alors connaître sous le pseudonyme d'André. Celui qui se fait désormais appeler André débarque alors dans les bas quartiers de Toulon. Il descend dans différents hôtels, fréquente plusieurs bars en quête de rencontres féminines. Il va très vite se faire de nouveau remarquer. Il aimait festoyer dans les bars
Et à partir de là, il se promenait souvent avec des hôtesses, ce qui a provoqué, disons, une altercation avec d'autres noctambules. Soucot, même lorsqu'il s'amuse, ne supporte pas la moindre contrariété. Or là, il va se disputer les faveurs de 3 serveuses. La querelle s'envenime, elle s'achève à l'extérieur. Soucot va se saisir de son arme dans la voiture et tire sur un homme qui est grièvement blessé et qui restera handicapé. Tout ça pour les faveurs de 3 serveuses. C'est ça qui va entraîner sa perte en quelque sorte, parce que à partir de là, la police judiciaire de Toulon va chercher qui est ce mystérieux jeune homme qui s'est permis de tirer comme ça sur un homme pour 3 fois rien. La police de Toulon prend l'affaire très au sérieux. Un coup de feu a été tiré dans un quartier très fréquenté, blessant un homme. Les 2 serveuses qui accompagnaient l'auteur du tir sont rapidement identifiées. Elles travaillent au bar d'Enfer, un établissement chaud situé dans le quartier du Petit Chicago de Toulon. Leur logement est localisé à l'hôtel Prémar, à quelques pas du port. 2 inspecteurs de police sont envoyés pour perquisitionner leur chambre. Il s'agit de Michel Morandin et Claude Ayazi. Les policiers Morandin et Ayazi, évidemment, ils fouillent les lieux. Ils opèrent la perquisition dans la chambre occupée par les 2 filles. Surgit M. André, antérieurement l'homme au treillis. Sans trembler une seconde, il comprend que les gens qui sont là sont des policiers français. Il tire d'emblée sur Ayazi sans l'achever. Et bien sûr, il est poursuivi par M. Morandin. Morandin est projeté au bas de l'escalier de l'hôtel, ce qui prouve la folie totale de cet homme, alors que Morandin réclame la vie sauve. Eh bien, il l'achève d'une balle sous l'oreille en lui tenant le lobe. C'est une horreur totale. C'est la stupeur à partir du moment où, à l'issue d'une altercation aux abords d'un établissement de nuit pour un coup de feu qui a été tiré, qu'un fonctionnaire de police soit grièvement blessé, un autre assassiné, c'est l'émotion. Moralement, l'antenne de police judiciaire de Toulon est anéantie. Le parquet fait appel au siège du SRPJ Marseille qui est saisi de l'enquête. On est toujours en face d'un assassinat de fonctionnaires de police avec un auteur inconnu. À partir de cette tragédie, on a compris qu'on avait affaire à plus qu'un fou, un fou dangereux, un schizophrène qu'il fallait arrêter par n'importe quel moyen. L'homme qui se fait appeler André est un habitué des bars de Toulon. Il n'est pas passé inaperçu dans le monde de la nuit. Les enquêteurs localisent rapidement son logement dans la rue Nicolas-Laugier. Quand les policiers arrivent, il n'est plus là. Mais il a laissé beaucoup d'indices derrière lui. À l'occasion de la perquisition, il découvre des pièces d'identité falsifiées, des chèques volés. Et bien sûr, sur les documents d'identité se trouve la photographie de M. André. Le rapprochement est immédiatement fait avec les portraits robots qui ont été établis par l'antenne PJ de Chambéry et le SRPJ de Lyon. Tout son périple est marqué par des assassinats et à partir de ce moment-là, bien évidemment, c'est une course contre la montre. André s'est une nouvelle fois volatilisé. Il repart en cavale et change à nouveau d'identité. Armé et dangereux, l'homme sait se montrer agréable et sympathique aux yeux de ceux qu'il manipule. Sous son air angélique se cache un tueur fou. Ses moyens de subsistance, c'est l'escroquerie. Dans le processus de l'escroquerie, il y a la mise en confiance. Dans les bars toulonnais qu'il fréquentait, il était perçu comme étant assez sympathique, jovial, sportif, assez agréable, quoi. Mais ceci dit, il y a des moments où ça bascule. Sans prévision, on se trouve dans le passage à l'acte immédiat et dans une atrocité qu'on ne saurait imaginer de la part de cet homme. Chez lui, tuer répond à une irrépressible envie. Il tue parce que son angoisse est telle que seul donner la mort, l'acte criminel, lui permet de faire tomber la pression en lui. C'est un délire cyclotimique, ça monte, ça descend. Il tue, ça redescend. Le prédateur se révèle ensuite sous son véritable jour parce qu'il devient un loup solitaire qui sera désigné en France sous le vocable du monstre de Mestre. C'est parce qu'il est capable de tuer froidement des gens qui ne lui ont rien fait, des innocents. Le tueur fou est introuvable.
La police française n'a toujours aucune piste sérieuse pour le localiser et stopper sa fuite meurtrière. Mais où est-il? C'est la question qui est sur toutes les lèvres des enquêteurs. Il serait passé par Sisteron. Ils savent qu'il va continuer à tuer. 2 jours après l'assassinat du policier Michel Morandin à Toulon, un braquage d'une station-service est signalé en Suisse. L'auteur s'est enfui, mais on retrouve son véhicule. Au travers des diffusions qui ont été faites par les services d'Interpol, il est localisé en Suisse. Il est fait le rapprochement avec un braquage au cours duquel, après l'abandon de la voiture qui a été volée en France et la fuite de l'auteur, il est retrouvé un treillis, une cagoule et un pistolet automatique de calibre 22 long rifle. Où qu'il passe ou séjourne, Roberto Succo laisse derrière lui des traînées de sang. Et son mode opératoire est imprévisible. Le 30 janvier 1988, il arpente les rues tranquilles de Lys, un petit village suisse. Sans apparente préméditation, il pénètre dans un immeuble et se présente à la porte d'un appartement où Béatrice Hubert attend des amis. Il la ligote, sous la menace d'un revolver, et la viole dans son salon. Il réserve le même sort à une autre jeune femme qui, pour son malheur, avait rendez-vous avec Béatrice. Puis, comme si rien ne s'était passé, le psychopathe vide le réfrigérateur et s'installe tranquillement devant la télévision. Lorsque des forces de police prennent position autour de l'immeuble, Succo disparaît en enjambant une fenêtre. Et la cavale helvétique de celui qui se fait appeler André se poursuit. Les policiers suisses repèrent Roberto Succo du côté de Berne et il s'ensuit un échange de coups de feu entre Succo et les gardes suisses qui, autour de la gare de Berne, ont bien failli le coincer, mais encore une fois, il a réussi à leur échapper. C'est quand même un as de la cavale. Il a même un profil d'ancien légionnaire. Le treillis, la sveltesse, la façon dont il a de se mouvoir et autres, il y a quelque chose de paramilitaire dans son attitude. Il est perçu comme un homme très dangereux, il n'hésite pas à tirer, il est toujours armé. Les assassinats qu'il a commis, y compris de policiers, font que c'est, sur le moment, l'homme le plus recherché. Sa cavale meurtrière qui est en quelque sorte comme une fuite suicidaire. Hein. Il n'a rien à perdre. Il ne cherche pas non plus vraiment à cacher des indices, etc. Il a à la fois une part de chance, mais aussi cette organisation criminelle, le fait d'éliminer les témoins, d'avoir des papiers d'identité différents et de bouger constamment. L'homme en treillis, ou André, est introuvable. Il échappe aux forces de l'ordre avec une facilité déconcertante. Certains critiquent alors le manque d'efficacité des services de police. Le terrain apporte énormément d'éléments et souvent des solutions. Et pour ce garçon-là, je pense que le terrain n'a pas été bien maîtrisé. Il a séjourné avec quand même des crimes horribles dans un secteur. Il a squatté des endroits et personne n'a ni constaté, en poussant des portes de grange ouvertes, en disant bon, tiens, qui c'est qui a vécu là, un sac de couchage et tout, et ni recueilli le témoignage, parce qu'on a bien su qu'il avait squatté telle ferme et compagnie, donc des gens ont vu, mais l'information n'est pas arrivée. La particularité de ces crimes, c'est que souvent le corps est laissé sur place et puis on n'a pas dissimulé ni l'ADN ni rien. On a des gens comme ça qui ont fait des séries et qu'on n'a pas trouvés parce qu'on ne les a pas identifiés. Il est toujours recherché au plan international, et notamment au plan européen. Il va tenter de prendre en otage pour couvrir sa fuite, parce qu'il est poursuivi par la police suisse, une dame. Une institutrice du côté de Lys, un petit village suisse. Celle-ci devra la vie sauve, elle aussi, à son instinct de conservation. Voilà une femme admirable qui est restée maître de ses nerfs, qui a fait parler Succo comme un psychiatre saurait le faire. Elle l'a amadoué. Et au moment où celui-ci s'y attendait le moins, elle s'est jetée dehors de la voiture. Les seules personnes qui s'en sont sorties, ce sont celles qui ont su toucher Succo au-delà de la folie. C'est pas évident. Vous savez à qui vous avez affaire, vous avez plus tendance à faire ça qu'à parler, qu'à copiner, qu'à tutoyer, etc.
Nous sommes le 28 février 1988. Le tueur fou passe la frontière suisse pour regagner l'Italie, son pays natal. Il revient chez lui, dans la banlieue de Trévise. Il reste l'ennemi public numéro 1. On le recherche toujours activement au niveau international. Sa photo a été envoyée via Interpol aux polices suisses et italiennes. Largement diffusée, elle va permettre sa localisation. Son périple criminel ne pouvait que s'achever. Alors sa cavale va durer jusqu'à la fin du mois de février 1988. Une de ses anciennes relations, une jeune femme prénommée Francesca, par l'intermédiaire de ses parents, vont prévenir la police et Francesca, en quelque sorte, va essayer, pour mettre fin à cette série meurtrière, de lui donner un rendez-vous, c'est-à-dire de lui tendre, comme on dit dans le jargon policier, une souricière. Il se fait avoir parce qu'il a rendez-vous avec l'amour, une fille qui veut le présenter à ses parents, donc il le considère comme un garçon tout à fait normal, très séduisant, ce qui est vrai, et lui, eh bien il est d'accord. C'est son côté je suis poursuivi par toutes les polices d'Europe, ou presque, mais je vais à mon rendez-vous. Ben, tu y vas, mais tu vas pas revenir, quoi, voilà. Succo est localisé dans une rue de Trévise. 10 agents de police se dirigent vers lui. Lorsqu'il les voit, Roberto Succo court vers sa voiture pour tenter de fuir. Mais les carabiniers le coincent dans une impasse. Et pris au piège, il se rend sans résister. Alors la fouille de la voiture, puisqu'il s'était rendu à ce rendez-vous avec une voiture volée, permet de découvrir dans la boîte à gants un Smith & Wesson 38 spécial, dont l'expertise balistique et le numéro démontreront que c'est l'arme qui a été dérobée au commissaire Morandin. Et bien évidemment, le lien matériel entre les assassinats de Toulon et toutes les affaires criminelles de Savoie est fortement établi. L'homme le plus recherché est enfin entre les mains de la police. Son identification est formelle. L'homme au treillis, André ou Kurt, est Roberto Succo, un Italien de 25 ans né le 3 avril 1962 à Mestre, en Italie. Il est formellement identifié comme étant Roberto Succo. Et c'est là où sa véritable personnalité, finalement, ne sera révélée qu'au travers de ce qui est apparu dans son enfance. Dès son adolescence, il a commencé, si vous voulez, à dépecer des chats, à décapiter des poules. C'est un garçon qui déjà avait des tendances à l'équarrissage. Et il faisait pareil avec les lézards. Il était difficile à cerner aussi pour ses proches parce qu'il était distant. Il n'avait pas d'affect. C'est un garçon qui avait une sorte de distance avec la réalité. Il ne voyait que lui-même, en fait, ou son miroir. C'est ce qui l'a mené au crime, si vous voulez, c'est cette espèce de cynisme total vis-à-vis de la société. Grâce à leurs collègues italiens, les services de police français en apprennent davantage sur le tueur en série qui sème la mort depuis des mois dans plusieurs pays. Il se nomme Roberto Succo. Il est le fils unique d'un policier de Mestre, une ville proche de Venise. Lorsqu'il est âgé de 19 ans, tandis que son père n'est pas encore rentré du travail, le garçon harcèle sa maman pour emprunter l'Alfa Romeo familial. Elle refuse. Une violente dispute s'ensuit. Succo s'empare d'un couteau et menace de se suicider. Sa mère tente de le raisonner. Mais Roberto la renverse et la poignarde à mort. Et puis il transporte le cadavre et l'installe dans la baignoire. À minuit, lorsque son père se présente, Roberto se rue sur lui et le poignarde de 35 coups de couteau. Il couche le corps sans vie sur celui de sa mère dans la baignoire, qu'il remplit d'eau, puis le décapite et emballe sa tête dans un sac plastique noir. Après avoir nettoyé l'appartement couvert de sang, Succo prend la fuite au volant de la voiture qu'il convoitait. Le jour où il tue ses parents, il tue ce qui est pour lui l'emblème d'une autorité excessive. Sa mère était très autoritaire et son père était policier. Et donc, il a tué tout ce qui pouvait le contraindre. C'est-à-dire que c'est un garçon qui n'admettait pas la moindre frustration, comme souvent les schizophrènes ou les malades mentaux. On peut se poser la question, est-ce que vraiment il tue des policiers parce que c'est l'image du père qu'il a peut-être fait souffrir durant son enfance, ou est-ce qu'il tue pour assurer sa fuite? Les parricides sont généralement commis
par des gens qui ont des troubles psychiatriques. Ce qui est tout à fait le cas de Roberto Succo, puisque à plusieurs reprises, il a été qualifié de totalement irresponsable de ses actes, et donc c'est un schizophrène. Faut dire que cette catégorie de serial killer est extrêmement rare, puisque à peu près 99% des tueurs en série sont totalement reconnus responsables de leurs actes. On peut avoir des personnes qui sont totalement irresponsables, qui sont vraiment dans un état d'aliénation totale. Et comme elles ne peuvent pas faire la différence entre le mal et le bien, n'ont pas eu conscience d'agir mal. Ces personnes-là ont besoin d'être soignées, elles ne peuvent pas être jugées et elles ne peuvent pas être incarcérées. Et elles seraient d'ailleurs un danger pour les autres détenus, voire pour les gardiens. Rapidement soupçonné d'être l'auteur du meurtre de ses parents, Succo est recherché activement par la police de Venise. Ces derniers repèrent l'Alfa Romeo de son père aux abords d'un restaurant près de la frontière yougoslave. Il est interpellé et incarcéré à la prison de Venise. Après avoir nié le meurtre, Succo finit par avouer. Alternant les moments de lucidité et d'incohérence, les experts psychiatres jugent Succo irresponsable de ses actes. Il est condamné à rester 10 ans en hôpital psychiatrique. Après le meurtre de ses parents, il a fait 6 ans de semi-incarcération dans l'hôpital psychiatrique de Reggio. Mais il va être d'une conduite irréprochable, il répond aux ordres, il se lève le matin, il fait son lit, il est discipliné. Et pendant 6 ans, ça sera un malade modèle, en quelque sorte. Et donc, les psychiatres qui vont l'examiner tombent dans le piège. Succo n'est pas du tout guéri. Mais il réussit son coup. Donc oui, on peut commettre plusieurs crimes en étant quand même irresponsable pénalement, et oui, on peut aussi simuler, et oui, on peut avoir des moments de lucidité. Roberto Succo pouvait avoir des crises à des moments et commettre des actes dont il ne se souvenait pas. Il a pu aussi simuler et passer en dessous des radars et qu'on ne les a pas identifiés. Il va se faire passer pour un être qui est en voie de guérison et qui veut étudier à l'université de Parme. Permission accordée par les psychiatres. Et puis effectivement, le soir même, alors qu'on attendait le retour de Succo à l'hôpital psychiatrique, il s'enfuit et on ne retrouve plus sa trace. C'est ainsi que la cavale meurtrière de Roberto Succo commence en 1986 et va durer 1 an et demi. Lors de son arrestation en 1988, la justice italienne ne peut l'inculper que pour port d'armes abusif, vol et falsification de documents. Mais pour les magistrats français, ce sont 23 dossiers qui l'attendent pour agression, viol et meurtre. Succo a tué 5 personnes en quelques mois en France. Pourtant, son extradition est refusée par la justice italienne. Il reste donc incarcéré à la prison de Mestre. Le 1er mars 1988, 2 jours après son arrestation, Roberto Succo va faire de nouveau parler de lui en tentant une dernière évasion. José D'Arrigo est alors sur place, envoyé par le Dauphiné libéré pour couvrir l'événement. Ce jour-là, il va vivre un face-à-face extraordinaire avec le tueur fou, une scène surréaliste qu'il n'oubliera jamais. Je suis à Mestre, envoyé spécial du Dauphiné libéré, pour traiter justement de l'arrestation de Roberto Succo. J'ai rendez-vous avec Francesco Zono, qui est le substitut du procureur, qui me reçoit dans son bureau. Et là, il y a tout un panneau de lumière rouge qui se met à clignoter derrière lui. C'était l'alerte rouge, c'est-à-dire que Succo était sur le toit de la prison et il menaçait de s'enfuir. Évidemment, j'ai suivi le procureur et j'ai été un des premiers Français sur place. Et d'emblée, Succo, qui est juché sur le toit, il me désigne d'un doigt comme ça, de l'index, il me dit « Toi, le journaliste français, tu diras à Sabrina que c'est une pute, une salope, qu'elle m'a trahi. » Ça lui tenait vraiment à cœur, visiblement, que je dise ça à Sabrina. Et effectivement, on le saura par la suite, Sabrina était sa dernière conquête en France. Et il semblerait que la jeune fille était amoureuse de lui. Et c'est effectivement Sabrina qui a dénoncé à juste titre Succo à la police italienne. Et j'ai été sidéré, je suis resté, passez-moi l'expression, baba. Comment savait-il, Succo, que j'étais journaliste? Comment pouvait-il deviner qu'au milieu de cette foule qu'il haranguait, j'étais là pour faire un reportage? Il avait une perception surnaturelle, voilà, surnaturelle. Je pense que la folie, je n'en sais rien, je ne suis pas tout à fait fou, vous donne certainement une capacité extrasensorielle de deviner ou de prophétiser des situations. C'était ça, Succo. Le 9 mai 88, alors que l'Italie refuse de l'extrader vers la France, Succo est une nouvelle fois jugé irresponsable de ses actes par les psychiatres, 7 ans après le meurtre de ses parents.
il est diagnostiqué schizophrène profondément atteint avec des tendances autistiques. Il est donc condamné à retourner en asile psychiatrique. Alors Soucot comprend qu'il ne pourra plus respirer à l'air libre. Quelques jours plus tard, il se suicide dans sa cellule en s'asphyxiant au gaz. Il est déclaré mort le 23 mai 1988. Après sa mort, la souffrance et la douleur des victimes resteront sans réponse dans 20 affaires criminelles. Toutes ont été commises par la folie d'un tueur de sang-froid, Roberto Soucot. Anéanti par l'enfermement et dans l'incapacité d'exercer sa violence et son pouvoir meurtrier sur de nouvelles victimes, Roberto Soucot a préféré mettre un terme à sa vie plutôt que de croupir dans un asile du nord de l'Italie. L'histoire américaine que je vais vous raconter maintenant ressemble à un cauchemar éveillé de la première à la dernière minute. Voici tout de suite la deuxième affaire de nos enquêtes impossibles spéciales tueurs en série. Printemps 2006, Scottsdale, Arizona. Claudia Gutiérrez Cruz, 20 ans, et sa sœur Adriana sont deux jeunes femmes consciencieuses et pleines d'ambition. Voilà pour vous. Elles travaillent toutes les deux comme serveuses, partagent un petit appartement et prennent le bus pour faire des économies. Le 2 mai, aux alentours de 19h30. À demain. Claudia quitte son travail dans une boîte huppée de la ville. Elle prend un premier bus. Mais elle rate son changement pour la ligne directe jusqu'à chez elle. Elle a décidé d'y aller à pied en prenant par le nord de Thomas Street. Un trajet d'à peu près 5 km, soit environ 3/4 d'heure de marche. Mais Claudia n'arrivera jamais chez elle. Vers 22h25, une voiture s'arrête à sa hauteur. Quand tout à coup, un violent coup de feu retentit, la jeune fille vacille, puis s'effondre sur le pavé. Claudia vient d'être touchée par une balle de fusil à grenaille. Elle perd beaucoup de sang. À peine consciente, Claudia réussit à ramper péniblement jusqu'à la rue. Des passants découvrent la jeune fille qui se vide de son sang et appellent immédiatement les secours. On a besoin d'aide. Une jeune fille a été blessée. On l'emmène d'urgence à l'hôpital, mais pendant le trajet, Claudia perd définitivement connaissance. Les médecins tentent tout pour le tout, mais il est trop tard. La jeune fille succombe à ses blessures. Adriana, sa sœur aînée, reçoit un coup de téléphone fatidique. J'ai d'abord pensé à mes parents, à mes frères. Comment fait-on pour annoncer une telle nouvelle à sa famille? Je ne savais pas quoi faire, j'étais totalement perdue. On n'était que toutes les deux ici, on avait tout quitté. Cela fait 6 mois que Claudia vit aux États-Unis. Tout comme sa sœur avant elle, elle a décidé de quitter le Mexique. Elle travaillait dur. Ils sont des millions à faire comme elle. Des millions d'immigrants à la recherche d'une vie meilleure. Elle cumulait 2 boulots, un comme serveuse dans un café et un autre en boîte de nuit. Chacun de ces différents patrons nous l'a décrite comme une employée modèle, toujours à l'heure, très professionnelle, quelqu'un de bien. Tout ça pour être la victime d'un acte d'une telle sauvagerie. Beaucoup de questions restent en suspens. Pourtant, la police a déjà un suspect. Les enquêteurs apprennent que Claudia a murmuré le nom de son petit ami à l'oreille d'un témoin avant de mourir. Reste à savoir si c'était uniquement un appel au secours ou si elle a effectivement tenté de leur donner le nom de son assassin. Claudia et Félix ne se connaissent que depuis 3 mois. Pourtant, et selon bon nombre de témoignages, ils vivent une relation tumultueuse depuis le premier jour. Est-ce que vous les entendiez souvent se disputer? Oui. Tumultueuse, le terme exact employé par Claudia elle-même lorsqu'elle en parle à sa sœur. Mais lors de son audition au poste de police, Félix Seda s'effondre littéralement et il a l'air sincère. Je l'aimais. Seda a répondu à toutes nos questions sans le moindre problème.
Où étiez-vous dans la nuit du 2 mai? Sans compter qu'il a un solide alibi. Apparemment, il dormait profondément lorsque son colocataire l'a réveillé. C'est en tout cas ce qu'il prétend. Quoi? Téléphone pour toi. Réveillé par un appel de la police depuis le lieu du crime, On l'a appelé relativement peu de temps après le meurtre. Donc il a appris la nouvelle très tôt. il ne pouvait donc pas se trouver à deux endroits différents au même moment. La police s'en remet aux experts, peut-être leur dernier espoir de trouver un indice qui pourrait les mettre sur la piste du tueur. Prélevez les douilles. Mais à part les traces de sang laissées par Claudia, rien. Dans sa poche, 30 $ en argent liquide et un ticket de bus. Ce même bus qui aurait dû la conduire chez elle en toute sécurité si elle n'avait pas raté son changement. Le véhicule a dû s'arrêter à sa hauteur. Elle a été tuée à bout portant. À bout portant, oui, si bien qu'un fragment de douille est resté coincé dans le corps de Claudia. On s'est empressé de relever cette pièce à conviction et de la remettre aux mains de nos experts en balistique pour qu'ils puissent l'analyser. Et on a eu la réponse assez vite. Il s'agissait d'un fusil calibre 410. Un calibre plutôt inhabituel pour ce genre d'affaires. C'est en effet le plus petit modèle sur le marché, le plus souvent utilisé comme arme d'entraînement. Et la raison est simple, c'est une arme avec très peu de recul. Mais à bout portant, elle peut faire des ravages. Les enquêteurs ont pu établir que l'agresseur de Claudia l'a abattue à moins de 10 mètres avec un calibre 410. Or, il y a des milliers de fusils de ce type en circulation dans le pays. Pendant que les enquêteurs poursuivent leur investigation à Scottsdale, la ville de Phoenix, située à moins de 20 km de là, est en proie à une recrudescence de crimes par arme à feu. Cela fait 1 an qu'un duo meurtrier circulant de nuit se livre à des exécutions sommaires sur des passants pris au hasard. Mais bien que leur mode opératoire ressemble étrangement à celui de l'assassin de Claudia, le calibre du fusil qu'ils utilisent est différent. Existe-t-il néanmoins un lien entre les meurtres ? En règle générale, les criminels ne changent jamais de modèle d'arme. Mais ce n'est pas impossible. On a pensé que peut-être les tueurs commençaient à ressentir une certaine pression, à se sentir acculés, et que c'est pour cela qu'ils avaient décidé de changer d'arme. En fait, les tueurs de Phoenix avaient déjà utilisé une arme différente pour une affaire remontant à 6 mois. Et justement, c'est un fusil calibre 410, la même arme que celle qui a tué Claudia. Cela ne fait plus aucun doute pour la police. Claudia Gutierrez Cruz est la 7e victime de l'équipe qui sévit dans la région de Phoenix depuis plus d'1 an. Et ce n'est peut-être que le début. Chez les serial killers, il y a moins de 5% de ces tueurs multirécidivistes qui vont utiliser une arme à feu. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans ce désir de toute puissance, de contrôle de la victime, donc en règle générale, ils ont besoin d'un contact intime avec la victime. Ce que craignait la police se confirme dès les semaines suivantes. Entre mai et juillet 2006, on dénombre une 12aine de nouvelles victimes. Heureusement, aucune d'entre elles ne trouve la mort, mais la panique s'installe dans les rues de Scottsdale. La piste du terrorisme ne tient pas debout. Quand on voit la personnalité des victimes, et puis le fait aussi que lorsqu'il y a des attentats terroristes, en règle générale, il y a une certaine forme de revendication. Et là, dans ce cas précis, il n'y a absolument aucune revendication. Les agences d'État régionales et fédérales unissent donc leurs forces pour créer une unité opérationnelle spécialement détachée aux affaires de la région de Phoenix. Une unité qui comprend plus de 70 enquêteurs à temps plein pour ne négliger strictement aucune piste. Les criminels ont laissé de nombreux témoins derrière eux, dont plusieurs survivants des agressions. Et tous leur donnent la même description. 2 individus de race blanche au volant d'une berline de couleur claire, probablement de marque Toyota, modèle Camry. Et un détail sordide ne leur a pas échappé. Pour chaque victime, les 2 criminels restent sur les lieux pendant leur agonie, comme s'ils prenaient un plaisir non dissimulé.
Il y a cette notion de plaisir. Ça peut être un plaisir sexuel, mais pas toujours. C'est en tout cas le plaisir de tuer. Lorsqu'un tueur en série tue pour la première fois, il ne sait pas qu'il va devenir un tueur en série. C'est parce que ça répond à un fantasme qu'il a, de se venger de la société, de la haine des femmes, de la haine de ses parents, ou un fantasme de viol. Mais lorsqu'il tue, ils se rendent compte qu'il y a un plaisir énorme pour eux. Donc, ils ont envie de revivre ce plaisir intense. Après chaque coup de feu, ils n'avaient pas l'air particulièrement pressés de s'échapper. Ils se hissaient même de leur siège pour être aux premières loges et repartaient tranquillement comme si de rien n'était. Dans la vie, rien n'égale ça. Pas la plus jolie des filles, ou le stupéfiant le plus pur, ou la plus grosse moto, voiture, enfin, imaginez tout ce que vous voulez. Rien n'égale ça. C'est-à-dire le passage à l'acte et l'absorption de la vie. Malgré l'immense dispositif déployé par les forces de l'ordre, les 2 tueurs de Phoenix sont toujours introuvables. Et le 22 juillet 2006, ils récidivent. Ils abattent un homme d'origine hispanique sur son vélo. Il en réchappe de justesse. La pression devenait de plus en plus terrible. Avec les 2 tueurs toujours en cavale, c'était la panique dans toute la ville. Tous les journaux télévisés, pendant près d'1 an, dans la région, ne parlaient que de cette affaire en ouverture des informations télévisées. Donc forcément, ça entretient un certain sentiment de panique et les 2 tueurs vont jouir aussi de cette panique qu'ils créent. Chaque renfort était le bienvenu. On demandait à tous les enquêteurs de la ville de bien vouloir nous donner un coup de main. Il nous fallait du monde pour les surveillances, pour suivre telle ou telle piste, pour vérifier telle ou telle chose. L'affaire accaparait absolument tout le monde. Les tueurs ne laissaient quasiment aucune trace, si bien que la police commençait à être à court de témoins ou d'indices. Ils étaient englués dans un vaste réseau d'autoroutes, de milliers de routes et de dizaines de milliers de rues. C'est un véritable labyrinthe à l'intérieur duquel la police devait chercher. 2 hommes dans la nuit à la recherche d'une nouvelle victime. Et tout ça sans le moindre témoin catégorique. Du coup, ils se sont mis à chercher du côté des gens seuls qui avaient l'habitude de rentrer chez eux en pleine nuit. Et ça faisait beaucoup de monde. On espérait que quelqu'un nous donne enfin des infos intéressantes. La police s'en remet à la population en offrant une récompense de $100 000 à quiconque leur donnerait des informations pouvant mener à l'arrestation des tueurs en série. Dès que l'annonce a été passée, on a commencé à recevoir des centaines de tuyaux tous les jours. Mais on attendait toujours celui qui nous ferait vraiment avancer. Pendant ce temps-là, les enquêteurs suivent une autre piste, là encore issue d'un appel téléphonique. L'homme prétend qu'un de ses acolytes de bar pourrait être l'un des tueurs. L'homme en question s'appelle Ron Horton et il a ses habitudes dans un bar du coin avec un dénommé Sam. Il nous l'a décrit comme quelqu'un de très seul, que sa femme avait chassé de la maison. Il avait également perdu son travail. Un soir, dans ce fameux bar, Sam lui a demandé s'il avait déjà tué quelqu'un. Bien sûr, Ron a répondu que non. Pourquoi tu demandes ça? Parce que moi, oui. Toujours selon Ron, Sam lui aurait aussi parlé d'un fusil et d'un complice. Bien entendu, il pourrait uniquement s'agir de vantardises de comptoir. Seulement voilà, le type d'arme utilisée n'a jamais été révélé dans la presse. Horton nous a enfin dit qu'il, à savoir au moins 2 hommes, faisaient ça pour leur plaisir, au hasard des rencontres. De la violence récréative selon ses propres dires. Là, ça a commencé à vraiment nous intéresser. C'est devenu la priorité numéro 1. Il fallait absolument qu'on fasse venir Ron le plus vite possible pour l'auditionner et en savoir un peu plus. Mais Ron va faire encore mieux. Il va organiser un rendez-vous avec Sam dans leur bar en présence de la police. Seulement voilà, Sam ne répond plus aux appels ni aux SMS. La police se dirige une fois encore vers une impasse. Puis,
Le 30 juillet 2006, une jeune femme s'apprête à croiser le chemin des tueurs. Robin Blasnek avait 22 ans. Elle vivait dans une famille très pratiquante. Selon les dires de tous, un vrai rayon de soleil. Ce soir-là, toute la famille est allée se coucher vers 22 h, juste après le film. Mes parents viennent de se coucher. Mais Robin décide finalement d'aller voir une amie tout près de chez elle. Je suis en route, je suis là dans 2 minutes. Tout à coup, une voiture surgit. Un coup de feu retentit. Touché au niveau de la hanche gauche, Robin s'effondre sur le bitume. Des voisins se précipitent à son secours, mais elle perd énormément de sang. Et ils ont beau faire le maximum, la vie de la jeune fille est en train de leur filer entre les doigts. Robin Blasnek est la 8e victime des tueurs en série les plus insaisissables dans les annales criminelles de l'État d'Arizona. De l'autre côté de la ville, Ron Horton est littéralement horrifié lorsqu'il apprend la nouvelle. Pour lui, ça ne fait aucun doute, c'est l'œuvre de Sam. Le 31 juillet, il parvient enfin à le joindre au téléphone. Les deux hommes conviennent d'un rendez-vous le lendemain dans leur bar favori. Les enquêteurs se rendent à la partie et ils ne sont pas au bout de leur surprise. La police apprend que le fameux acolyte s'appelle en réalité Sam Ditman. En jetant un œil à son casier, on s'est vite aperçu qu'il avait déjà été arrêté pour divers délits. Ça allait de vol à l'étalage à agression, en passant par incendie criminel. Le 1er août 2006, des policiers en civil attendent donc Sam Ditman dans le bar où il a rendez-vous avec Horton. Mais Ditman n'est pas seul. Il se fait déposer par un deuxième homme au volant d'une Toyota Camry de couleur claire, un modèle qui n'est pas sans rappeler quelque chose aux enquêteurs. La piste devient de plus en plus intéressante. En vérifiant l'immatriculation, on a eu le nom de son propriétaire, Dale Hausner. Dès que j'ai vu le véhicule, j'étais sûr que c'était celui décrit par les témoins. Dale Hausner, 33 ans, devient immédiatement le deuxième suspect principal. Pendant qu'une première équipe garde un œil sur Ditman, à l'intérieur, une seconde se met en filature sur Dale Hausner. En France, en fait, comme dans tous les pays du monde, on fait exactement la même chose. C'est-à-dire que d'abord, on filoche, on suit. Ensuite, on intercepte, on écoute. Récemment, on balise. On met un élément de géolocalisation. Et puis, l'arrivée des téléphones portables a permis de faire tout ça en même temps. Donc, on peut géolocaliser en regardant qui a appelé qui, de quel endroit vers quel endroit. Et dans certains cas, on peut écouter, c'est-à-dire enregistrer la communication et pas seulement les données de connexion. Pendant qu'Hausner s'arrête quelques minutes au supermarché, un policier en profite pour lui coller un mouchard. Plus tard dans la soirée, Hausner revient au bar pour récupérer Ditman. On avait l'émetteur sur leur voiture, 9 unités complètes en filature, un renfort aérien avec l'hélicoptère, on ne les lâchait pas d'1 centimètre. Pourtant, Hausner multiplie les détours et les fausses pistes comme s'il craignait d'être suivi. Je crois qu'ils ont dû emprunter toutes les voies principales de la ville. Ils ralentissaient, ils accéléraient, ils s'arrêtaient net pour faire demi-tour. Ça a duré des heures. Et nous, on était derrière. Mais la police se rend vite compte d'une chose, les deux hommes n'ont pas peur d'être suivis. Ils sont simplement à la recherche d'une nouvelle occasion, d'une victime isolée. Heureusement, aucun coup de feu ne sera tiré cette nuit-là. À la place, les deux hommes finissent par se rendre près de Tempe, toujours en Arizona, au domicile de Dale Hausner. Une équipe de surveillance se met en place aux abords de la résidence. 24 heures sur 24, elle surveille. Il ne reste plus qu'à attendre qu'il commette une erreur. Le doute n'est plus permis. Les policiers sont persuadés d'être parvenus à identifier et à localiser les auteurs des fusillades nocturnes qui endeuillent les rues de Phoenix depuis des mois. Pour l'heure, les policiers montent une garde discrète mais permanente aux abords de l'appartement de Dale Hausner, qu'ils ont mis d'ailleurs sur écoute.
Le lendemain matin, un policier en planque aperçoit Dale Osner en train de vider ses poubelles. Dès que le suspect est rentré chez lui, les enquêteurs se jettent sur l'occasion et récupèrent les précieux sacs. Et la pêche va être miraculeuse. On a retrouvé un plan de Phoenix avec des annotations qui correspondaient parfaitement au lieu des agressions. Mais la preuve qui a absolument tout changé, on l'a trouvée dans une canette de soda vide. Une cartouche calibre 410 qui correspondait en tout point à celle retrouvée sur le corps de Robin Blasnek. Les enquêteurs obtiennent l'autorisation de mettre le domicile d'Osner sur écoute, où Dittmann semble également habiter. Il ne faudra pas longtemps aux enquêteurs pour relever dans leur conversation les preuves irréfutables qu'ils sont bien les tueurs recherchés. Ils n'hésitent pas à se moquer ouvertement de leurs victimes, satisfaits de voir l'horreur qu'ils leur ont fait subir. Après avoir entendu tout ça, nos supérieurs ont estimé qu'on en avait suffisamment pour se permettre de les mettre en garde à vue. Une équipe du SWAT lourdement armée se met en place autour de l'appartement, puis lance l'assaut devant les deux suspects médusés. Leur cavale est enfin terminée. En fouillant l'appartement, ils découvrent rapidement des centaines de munitions, des cartouches de calibre 410. La découverte d'un arsenal, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, avant même de songer à la balistique, c'est de voir est-ce qu'il y a une personne en relation avec ces armes. Recherche de traces papillaires, recherche de traces génétiques et exploitation derrière. Ça, c'est quand même le b.a.-ba. Ensuite, est-ce que ces armes ont servi? Regardez s'il y a de la poudre, s'il y a des traces de résidus de tir qui sont autour de la zone de percussion. Voilà, est-ce que ces armes ont servi récemment et qu'on en trouve encore? Et après, on passera à la phase de balistique qui correspondra à une recherche d'antériorité, faire tirer chacune de ces armes et regarder si les projectiles ainsi émis ou les étuis ainsi éjectés correspondent à des saisines antérieures. Derrière le canapé, on a retrouvé un étui noir avec un fusil calibre 410 à crosse sciée. Le 4 août, la police auditionne Dale Osner et Sam Dittmann dans des salles d'interrogatoire séparées. Et ils comprennent très vite que c'est Osner le cerveau de l'équipe et que Dittmann s'est simplement laissé entraîner, grisé par la sensation de puissance que cela lui procurait. Vous savez pourquoi vous êtes là? L'affaire des tueurs en série? Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Parce que j'habite avec le tueur? D'accord. Sam était un solitaire avec de gros problèmes d'argent. Quand il ne trouvait pas d'hébergement, il vivait de temps en temps dans la rue. Osner a profité de la situation pour l'entraîner là-dedans. Dittmann reconnaît finalement avoir lui-même pressé la détente de temps à autre, non sans marteler que c'est Osner qui l'a poussé à faire tout ça. Mais très vite, Dittmann a pris goût à ce déferlement de violence, prenant ça comme un jeu. Au final, il était bien content d'être sur le devant de la scène. Sur les écoutes, on l'entend très clairement se vanter de ses crimes, tout autant qu'Osner. De son côté, Osner nie tout en bloc. Vous n'avez pas commis ces agressions ensemble? Vous plaisantez? Jamais de la vie. Malgré sa réticence à avouer, il n'est pas avare de théorie sur la question et il a envie de parler. Oui, je l'ai vu à la télé. Voilà ce qui arrive quand on se balade seul à 3h du mat. On se fait shooter. À croire qu'ils n'ont pas retenu la leçon, ils ne prennent pas ça au sérieux. Moi, je prendrais jamais le risque de marcher seul en pleine nuit. Voilà, on parle de ça, c'est tout. Aussi du fait que malgré tous les policiers dehors, ils n'ont aucune idée de qui c'est. Honnêtement, ils vont être très 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 durs à attraper. Dale Osner, un homme d'apparence ordinaire, 2 fois divorcé,
partage la garde de sa petite fille de 2 ans et travaille comme gardien à l'aéroport de Phoenix. Après avoir envisagé de devenir photographe ou encore animateur d'une émission consacrée à la boxe, il renonce à ses ambitions professionnelles. Pour autant, des rêves de gloire inassouvis hantent toujours son esprit et il va tenter par tous les moyens de devenir célèbre. En se tournant vers le meurtre d'innocents, il va très vite trouver la solution. Et il va ainsi acquérir une notoriété bien au-delà de ses espérances. Et c'est en perquisitionnant son appartement et en découvrant une impressionnante collection de coupures de presse, rendant compte bien sûr de ses crimes, que les policiers prennent la pleine mesure de sa dangerosité. À l'écouter, on a bien compris que ses actes étaient uniquement guidés par le frisson du crime et la recherche de notoriété. C'est un menteur pathologique. Il ne s'est jamais résolu à avouer ses meurtres. Il continue de nier pour garder la maîtrise de la situation. Donc je ne me soumets pas ni aux enquêteurs, ni aux évidences, ni aux preuves. Je reste le plus fort, j'impose ce que je veux. Et pour également garder son rang de leader du binôme en disant voilà, je suis le chef, donc moi, un chef n'abdique pas. Par exemple, on a retrouvé dans son appartement un petit mot qu'il s'était écrit à lui-même. Et ça disait « Je m'imagine dans une pièce, assis à un petit bureau avec une lampe qui nous éclaire à peine, entouré de murs gris, et de l'autre côté, un enquêteur de police en train d'essayer d'expliquer mes actes. » Voilà ce que ça disait. Je pense que depuis le début, il savait qu'il serait pris. On l'a confronté à une multitude de preuves directes comme le plan, mais il n'a pas vraiment su quoi nous répondre. La douille de fusil qu'on avait retrouvée dans une canette vide également. On a eu beau lui servir preuve sur preuve, il a nié jusqu'au bout. Jamais il n'a voulu reconnaître ses actes. Ça fait bien longtemps que je n'ai plus de problème avec la justice. Pour faire parler un serial killer, il faut quasiment lui faire croire que vous l'aimez bien. C'est pas facile. Donc on peut rater des opportunités d'aveu, parce que c'est plus des aveux au sens de l'aveu de l'échec. C'est un manifeste de voilà pourquoi je l'ai fait, voilà pourquoi je suis fier de l'avoir fait. Hausner continuait de marteler que ce n'était pas lui. Et si c'était bien son arme et sa voiture qui avaient servi, c'était Sam le coupable. Il n'aurait jamais participé à de telles atrocités. Il avait une petite fille, un travail respectable. En gros, le portrait du citoyen modèle. Et il s'en tenait fermement à cette version, celle d'un menteur pathologique. Dale avait conservé toutes les coupures de presse depuis le début des tueries. Mais ce n'est pas tout. Chez lui, on a également retrouvé des ouvrages sur d'autres tueurs en série, des films sur des tueurs en série. Il était fasciné par eux. Le plus curieux dans son comportement, c'est qu'il admettait volontiers cette fascination et qu'il reconnaissait sans problème que toutes ces preuves retrouvées dans son appartement lui appartenaient. Pour ça, aucun problème. Mais il continuait de nier toute implication dans les agressions. En fait, pour les experts psychiatriques, il y a 2 sortes de criminels, les sociopathes et les psychopathes. Les sociopathes ne naissent pas comme ça, ils le deviennent. Alors que chez les psychopathes, ce comportement est inné. C'est le cas de Dale Hausner. Je ne vois pas d'autre explication. Même après son arrestation, Dale Hausner est avide de reconnaissance. Il organise une conférence de presse où il détaille à tout le monde une version totalement déformée des événements dans laquelle il rejette uniquement la faute sur Dittman. Je suis là à cause de mes fréquentations. Je n'ai jamais tué ni même tiré sur quelqu'un. Vous n'étiez jamais présent? Non, pas une fois. Jamais pressé la détente? Non, et j'en reviens pas de tout ça d'ailleurs. Je suis un citoyen honnête, moi. Je suis intègre. Hausner croit peut-être à ses propres mensonges, mais il est bien le seul. Dittman n'hésitera pas à l'enfoncer en fournissant des preuves catégoriques de sa culpabilité. Monsieur Dittman a plaidé coupable pour 2 chefs d'accusation de meurtre et 1 de complicité de meurtre. Il a également accepté de témoigner contre monsieur Hausner. Hausner continuera de clamer son innocence, mais comparaîtra finalement pour 6 meurtres et 80 agressions avec circonstances aggravantes.
Lors du procès, toute la personnalité froide et machiavélique des deux hommes ressortira de plus belle, car jamais ils n'éprouveront le moindre remords pour leurs victimes. Sam Dietzman a été condamné à la prison à perpétuité. Dale Osner a été condamné à la peine capitale. Sachez qu'en 2013, Dale Osner s'est suicidé dans sa cellule de la prison d'Eman en Arizona. Et pour mettre fin à ses jours, il a absorbé une dose massive d'antidépresseurs. Tout comme Roberto Succo, il a encore voulu montrer au monde qu'il décidait de sa destinée, mais en employant la manière douce. Cette émission spéciale est à présent terminée. Merci de l'avoir suivie. Je vous donne rendez-vous prochainement sur NT1 pour un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles.